Bon, ben moi je suis Denis Lapierre, je suis scénariste depuis trop longtemps. Et voilà, Le Roi Louve, c'est mon 150e album, publié en tant que scénariste, en bande dessinée. Je suis Émilie Alibert, je suis scénariste et dialoguiste et j'ai la chance de faire mon 2e album avec Denis. 4e. 4e. Ah oui, 4e, oui, 4e, pardon. Et avec Adrian. Ouais. Salut, je suis Adrian, je suis un dessinateur espagnol, je fais plein de BD aussi. Je n'ai pas compté, j'ai perdu la compte. Et là, je fais le dessin et le couleur. Pour l'instant, après il y aura un coloriste, mais pour l'instant, avec mes copains scénaristes ici. Le Roi Louve, c'est l'histoire de plusieurs peuplades en fait qui vivent ensemble, enfin justement non, qui ne vivent pas ensemble. Les loups qui changent de sexe à chaque lune, les humaines qui pondent des œufs et qui vivent dans un matriarcat, et les tomteux qui sont des petits êtres qui vivent dans des grottes souterraines et qui sont... leur société est régie par le câlin. Et le premier album démarre sur l'enjeu du personnage principal, Pédigré, qui veut absolument monter sur le trône et son père n'est pas d'accord parce que c'est une fille. Et que quand elle devra choisir son sexe à 18 ans, parce qu'en fait ils changent de sexe à chaque lune, mais à 18 ans ils doivent choisir leur sexe pour toute leur vie, fille ou garçon. Et elle ne veut pas devenir un garçon pour monter sur le trône, elle veut le faire en tant que fille et elle fugue. C'est ça. C'est une aventure aussi parce qu'il y a une quête de trésor, parce que quand elle fait sa fugue, elle n'est pas seule. Elle part avec un sans-âme. Alors ça, je ne vais pas tout spoiler l'album, mais et avec un humain aussi qui a été élevé chez les loups. En fait, la génération des ados aujourd'hui qui ont 16, 17, 18 ans, ils ne changent pas de sexe comme nos loups à chaque lune, mais par contre, leur préférence sexuelle est changeante. En fait, ils ne se posent plus la question nécessairement de j'aime une femme ou j'aime un homme, ils aiment une personne. Donc, par exemple, le changement de sexe chez les loups, c'est un petit peu le reflet de ça. Donc, il n'y a pas un discours sur le genre, il y a plutôt un regard sur la société d'aujourd'hui et sur les choses qui changent par rapport au regard que la société d'aujourd'hui a sur le genre. Il y avait une volonté à la base d'interroger ça. Il y avait une partie du propos. Il y a une volonté de jouer avec ça, oui, très forte. Depuis le début, en fait, Émilie et moi, depuis qu'on travaille ensemble, le genre est quelque chose qui a toujours participé de notre travail et de notre inspiration. Alors, on ne va pas faire un travail de psychanalyse pour expliquer pourquoi, mais il se fait que. C'est comme ça. Et donc, cette histoire-là qu'on a commencé à écrire, je dirais en 2017, ouais, voilà. Quelque chose comme ça, c'était avant l'importance que ça a pris aujourd'hui. Donc nous on est juste ravis que les gens sont d'accord avec nous en fait. C'est d'abord une grande aventure d'Heroic Fantasy. C'est quelque chose qui aussi se situe entre Games of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Mais les ingrédients sont actuels. Ils ne sont pas du tout des médiévaux, ils sont vraiment plus actuels. Mais d'autant plus, moi, j'ai envie de rajouter que c'est dans le bouquin, on parle de l'identité et non pas forcément du genre sexuel. Il se trouve que c'est un postulat de départ, les loups changent de sexe à chaque lune. Mais voilà, c'est pas... il n'y a pas un débat à avoir là-dessus, quoi. Parce qu'on a le personnage de Rhume qui est humain, qui est élevé par des loups et qui, pendant tout l'album, lui, veut devenir un loup. Et il n'est pas un loup. Comment il fait avec ça? Donc c'est plus jouer avec comment on fait quand on est avec un corps avec lequel on n'est pas forcément aussi en accord, quoi. Qu'est-ce qu'on veut être, en fait? Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Ça passe pas forcément par le sexe, en fait. Ça passe pas forcément par le sexe. Et comment on se construit, en fait? Comment on se construit? Comment on devient adulte? Parce qu'en fait, beaucoup de nos personnages sont à la croisée des âges. D'autres sont... il y a aussi... parce que c'est ce qui frappe d'abord et tout le monde nous parle de ça, mais il y a aussi une réflexion sur le pouvoir. Parce qu'on a des pouvoirs différents chez les humains, chez les tomteux et chez les loups. Et on a des luttes de pouvoir qui sont... des motivations liées à ces luttes qui ne sont pas les mêmes. Donc là, on a tout un rapport par rapport à la politique et au pouvoir qui est aussi là.
parce qu'on voulait, c'est que ce soit complexe comme situation, parce que c'est des situations complexes que naissent les plus belles aventures. On doit un peu savoir, nous, ce qu'on veut faire à terme. Donc ça a été un travail de préparatoire qui était intense, et à la limite, on a au fil des pages de scénario, au fil des tomes, parce que nous on termine le tome 3 là en ce moment, tous les deux, alors que toi tu termines le tome 2. Oui, presque terminé, oui. Donc au fil des pages, on se rend compte que en fait on a encore des tas de trucs à explorer qu'on aurait. Voilà, on peut encore enrichir En fait, on a ouvert une porte, on a ouvert une boîte et on découvre des tas de choses dedans. Mais voilà, ça passe par une installation importante, et surtout, ça passe aussi par une complicité avec le dessinateur qui comprend pas seulement le côté, les vêtements, qui comprend l'esprit de ce qu'on veut faire. C'est quoi un loup, c'est quoi un humain, comme nous on le définit. Et donc il faut qu'il le sente, il faut qu'il ressente ces civilisations, ces personnages. Et c'est le cas avec Adrian. Ah oui. Je reçois un texte plein et normalement c'est une explication un peu de case par case que je prends en tête dans mon subconscient. Mais quand je lis la planche, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais que je ne vais pas discuter avec vous, mais quand je lis, ça fait une planification dans ma tête qui peut ressembler à découpage que vous me proposez. Et des fois, ce découpage marche bien quand on le met sur le papier. Des fois, il ne marche pas parce que il y a des actions que dans ma tête, ça prend deux cases, ou bien ça peut se composer d'une autre façon. Et la planche a des limites très claires. Donc, quelques cases ne peuvent pas être suivies l'une d'autre. Donc, la limitation de la planche fait vraiment... Des fois, on doit réinventer le découpage. Mais je pense que oui, que j'ai bien compris leur intention toujours, au niveau d'action et au niveau d'intention des personnages. Et c'est ça que je leur envoie un storyboard. Et là, normalement, ça se passe super bien. Et il l'approuve assez vite parce que normalement, je pense qu'on comprend assez bien qu'est-ce qu'il veut faire. Et voilà, et pour l'instant, la collaboration, ça va génial. Ah non, en fait, le tome 2, ça a été beaucoup plus lent. Bon, ça a été un peu plus lent. Parce que j'étais papa, et la pandémie m'a arrêté. On a acheté une maison, donc et ça a été... Hein? Tu as eu un œuf? Heureusement, non. Ça a été... non, j'étais papa, il fait un an. Et ça m'a arrêté un peu, j'ai décidé de m'arrêter un peu. Et bon, c'était pas un problème pour les dates de sortie parce que c'était tout très décalé par la pandémie déjà. Donc j'avais le temps de m'arrêter, de me reposer, de profiter de ma fille. Et c'est ça que j'ai fait. Mais maintenant c'est presque fini. Et je suis prêt pour commencer le 3. Dès que, si le public le permet, on pourra, oui, ce serait une deuxième salle de 3 du coup. Oui. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Voilà. On répond aux interviews ensemble. Non, mais on crée l'histoire ensemble. Voilà, il faut qu'on soit ensemble pour vraiment créer le synopsis, voilà. Toutes les idées en fait. Parce que le Roi Loup, ça a démarré par une envie de créer des univers, des personnages. Et alors ici, c'est comme ça qu'on arrive à cette idée que les femmes pondent des œufs. Du coup, elles sont libérées de ça, donc elles prennent le pouvoir. Et les hommes qui doivent protéger les œufs, ça devient des manutentionnaires et des soldats. Et donc, ils n'ont plus le pouvoir. Enfin, et toutes ces idées-là, on les chasse. On ne sait plus qui a l'idée après, en fait, tellement on les mélange. Alors après, quand on est dans le synopsis et tout, même chose, on travaille à deux. Et puis après, il y a le scénario proprement dit. Et là, on a une manière de travailler qui est... on découpe la matière qu'il y a sur chaque page. Et là, Émilie écrit les dialogues. Et moi, en fonction des dialogues, je redécoupe
case à case. Donc elle fait, donc on a tout ce travail en commun où elle est après, juste au moment de l'écriture même, elle est dialoguiste. Et moi je restructure derrière en disant ben, ce dialogue-là il va tenir en 3 cases ou en 2 cases ou en 4 cases. Ce qui est un peu nos qualités à chacun. Je suis très metteur en scène, organisateur et tout. Et c'est une dialoguiste magnifique quoi. C'est gentil. En série, pas tout de suite. En one shot avec Ruben Pereiro, un air libre de 160 pages Barcelona. Il va s'appeler Barcelona. Bon, il sera fini cet été, mais je ne sais pas s'il sort en novembre-décembre ou plutôt en janvier-février. Ça va dépendre des sorties du Puy, des commerciaux, des marketing et tout ça. Bah, en fait, maintenant, j'ai fait une petite BD pour un jeu vidéo dont je ne peux pas parler parce que j'ai signé un NDA. Mais je fais ça à côté parce que c'était un truc assez vite et parce qu'on avait décalé un peu peut-être la sortie du tome 2, donc je l'éteins. Mais désolé, je ne vais pas discuter de ça. Et sinon, il y a d'autres projets toujours en tête qui ne sont pas concrétisés pour l'instant. Il y a trop... Et ça change. Comment dire, il y a quelques-unes qui j'adore. Et soudain, un jour, je continue à adorer, mais ça ne me dit rien. Et il y a un autre qui apparaît. Mais je veux dire, forcément, et Toriyama, Moebius, Goscinny, tous les deux, Uderzo. Et ces derniers temps, je suis fasciné aussi par Bastien Vives. Et je sais pas, il y a plein. En fait, ce que j'admire le plus, c'est pas le génie de la création. Je pense que c'est surtout la liberté et l'honnêteté avec laquelle quelques créateurs dessinent. Et pour ça, peut-être Moebius, c'est ça, il est honnête, il fait ce qui sort. Et j'ai l'impression qu'il n'essaye pas de plaire à personne. Il fait ce qu'il veut et ça c'est admirable à mon avis. Moi c'est vrai que je suis dialoguiste, hein, donc c'est un peu mon... Moi je me situerais un petit peu entre mes grands maîtres, hein, je dirais Alexandre Astier. Je le lis, je le relis, je le dors la nuit, j'adore quoi, je suis fan. Et Woody Allen, donc vraiment voilà, c'est le dialogue parce que ça s'écrit comme de la musique, ça incarne les personnages. Et qu'en fait quand on est passionné par une série, qu'elle soit en BD ou en télé, on est avec un personnage quoi. Et on a envie de connaître tout de lui, quelle marque de papier toilette il achète. Et moi c'est ce que j'adore. Ouais, je vais faire une petite synthèse des deux. Puisque en fait en bande dessinée, c'est vraiment Hugo Pratt qui est mon maître absolu. Il a fait des bouquins qui, alors pour 1000 raisons, mais il se fait que c'est comme ça, que je les ai lus au moment où sans doute à l'âge à laquelle je devais absolument les lire et ça m'a marqué à vie. Et pour reprendre dans le genre raconter une histoire, construire une histoire, amener un suspense jusqu'au bout, le travail d'Hitchcock, c'est quand même... Voilà, j'ai tout vu, tous ces films, plusieurs fois, et chaque fois je me dis, il y a quelque chose à prendre dans sa manière à raconter. C'est incroyable, quoi. Il n'y a pas de gras chez lui, c'est terrible. Donc je sais que ça fait grand écart un peu, Hugo Pratt et... Non mais en même temps, Le Roi Loup, c'est ça. C'est les dialogues d'Alexandre Astier chez Hitchcock. Hein, c'est avec... Je pense qu'on peut le mettre sur la couverture. Ça me paraît bien. Ça te paraît bien. Signé par Émilie à l'hiver. Uniquement.